Bonjour à tous. J'espère que cette journée se déroule bien pour vous et que les conférences qui vous ont jusqu'à présent été présentées vous ont intéressé et que celle-ci vous enrichira également. J'ai le plaisir donc d'introduire cette conférence qui commence avec un petit peu de retard, mais qui sera, j'en suis sûr, absolument passionnante, avec 4 intervenants. Une conférence consacrée au thème des biais, des perceptions, des émotions, des valeurs dans la perception et l'action ou l'inaction climatique. Je me présente, je m'appelle Jules Schimpfling, je suis le fondateur d'un média qui s'appelle Le Crayon, un média de débat et sur des sujets de société sur les réseaux sociaux. Je suis également créateur de contenu sur des sujets qui touchent à l'écologie, dont je suis effectivement sensible. Avec moi, 4 intervenants aujourd'hui que j'interrogerai sur leur domaine d'expertise respectif. Le plus proche de moi, monsieur Rémi Loverier. Rémi Loverier est consultant, associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur ou co-auteur de plusieurs rapports pour cette fondation, dont le dernier s'intitule « Dans la tête des éco-anxieux, une génération face au dérèglement climatique ». Merci d'être avec nous. Émilie Salvia, ensuite. Merci d'être avec nous. Émilie Salvia, vous êtes maîtresse de conférences en neurosciences cognitives du développement à l'université Paris-Cité, au LabCID, qui est le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Et vous vous spécialisez dans l'impact des émotions dans les processus de prise de décision. Et on va en parler notamment relativement au dérèglement climatique, bien sûr. Thierry Ripoll, merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant et chercheur au laboratoire de psychologie cognitive de l'université d'Aix-Marseille. Et vous publiez cette année un livre aux éditions Bordelot, un livre qui s'intitule « Pourquoi détruit-on la planète ? Le cerveau d'Homo sapiens est-il capable de préserver la Terre ?» Un livre rédigé parce que vous êtes aussi un écologue de terrain qui, depuis près de 50 ans, vous intéressez à l'écologie. Aurélie Robertet, enfin, merci d'être avec nous également. Vous dirigez la société Universum en France et au Benelux. Universum est un cabinet de conseil et une société d'études qui base ses recommandations sur les études qu'elle produit. Et nous y reviendrons tout à l'heure sur les conclusions de ces études au regard notamment des attentes, des préoccupations des jeunes dans les critères qu'ils recherchent pour leur emploi, leur premier emploi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'émotions. Mais avant d'attaquer sur ce sujet, une question vaste mais précise, fondamentale. Dans quelques années, nous dirions, nous savions, nous, êtres humains, mais nous n'avons rien fait. Alors Thierry et Paul, j'aimerais me tourner vers vous. Pourquoi ? Pourquoi nous savons et nous n'agissons pas ? Exactement. Voilà. Bon, c'est une énorme question. Alors, déjà, je vais peut-être tenir un propos un tout petit peu à contre-courant de tout ce qu'on a entendu ce matin. C'est pour introduire un peu de diversité. Je ne pense pas que ce soit pour une question d'information. Je pense que l'information, la prise de conscience, est quelque chose de nécessaire, mais absolument pas suffisant. C'est pas vraiment là le problème. Alors, si je peux parler de moi, je suis désolé, mais au moins c'est concret. Je m'intéresse à l'écologie depuis très très longtemps, en tant qu'écologue de terrain. Je suis spécialiste des processus cognitifs et neurocognitifs que je connais bien. Et pourtant, comme vous, je suis probablement un très grand destructeur de notre environnement. Ouais, j'espère que vous avez conscience que tous, ici présents, vous participez très activement à la destruction de la planète et au réchauffement climatique. En tout cas, moi, je fais partie de ces gens-là, mais je suis à peu près certain que c'est le cas de tout le monde ici. Et l'exemple que je donne souvent, pour l'illustrer, notamment pour les gens qui contestent ce que je dis, c'est que je prends ma douche tous les soirs, et j'ai calculé que je la prenais 3 minutes de trop. Alors, vous allez me dire 3 minutes de trop, mais par rapport à quoi ? Par rapport à mon hygiène, en fait. Je la prends 3 minutes de trop parce que ça me fait plaisir, en fait. C'est agréable. Et malgré tout ce que je sais du fonctionnement cognitif, de la catastrophe environnementale à venir, je continue de prendre ma douche 3 minutes de trop. 3 minutes de trop, ça a l'air rien, hein, sauf qu'au niveau planétaire, si les 8 milliards d'humains font comme moi, ça correspond à peu près à 450 tankers remplis d'eau et un super-tanker de pétrole tous les jours pour pouvoir chauffer cette eau, parce que si elle était froide, je ne la prendrais pas 3 minutes de trop. Donc
Au travers de cet exemple, je veux dire par là que vous avez tous vos petits plaisirs, on va dire presque honteux, qui participent de la destruction de la planète. Donc, ce n'est pas qu'une question d'information. Il y a des choses plus profondes qui font de nous des êtres qui, volontairement ou non, participons à la destruction de la planète. Alors, ce que je pense, je vais aller très vite c'est qu'il y a des facteurs internes, c'est-à-dire des facteurs qui sont liés aux caractéristiques de notre fonctionnement psychique, ou si vous voulez, neuronal, ça revient au même pour moi, d'une part, et il y a des facteurs externes qui sont en fait l'organisation de la société que nous avons créée, et la conjonction de nos caractéristiques internes, on va dire neurocognitives, et des caractéristiques de la société actuelle, nous cadenasse dans un comportement qui est en fait très problématique vis-à-vis de la planète. Donc ce n'est pas qu'une question de conscience, de prise de conscience. Peut-être d'émotion, mais ça, peut-être que vous en parlerez. Oui, ça c'est vrai, c'est encore autre chose. Alors, je peux dire très rapidement maintenant ce que j'entends par facteur interne et externe. Il faudrait beaucoup de temps pour le développer. Facteur interne, c'est tout simplement qu'en tant qu'être vivant, nous avons deux objectifs que suivent tous les êtres vivants sans exception, c'est survivre et procréer. C'est comme ça. Le vivant est animé de ces deux objectifs, qu'il le veuille ou non. Et si ces deux objectifs sont atteints, on va dire que d'un point de vue simplement darwinien ou adaptatif, c'est super bien, ça marche bien. Sauf que compte tenu des capacités cognitives des humains, nous avons développé des moyens qui permettent quasiment de nous libérer des contraintes de la planète. Et donc, nous exploitons la planète au-delà de ce qui est raisonnable compte tenu de ses limites. Mais ça tient à ce qui est fondamental au sein de notre cerveau, notre propension à la croissance en termes d'individus et bien sûr en termes de société. Et puis il y a des facteurs, je pourrais préciser s'il le faut parce qu'il y a beaucoup de choses là derrière. Et puis il y a notre facteur qui est un facteur vraiment sociétal. Je veux dire, on n'est pas que le produit de l'activité de notre cerveau. Notre cerveau interagit avec le monde, bien sûr. Et je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce qui s'est passé au passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire le passage du stade d'agriculteur-éleveur au stade de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs-éleveurs, donc il y a à peu près 10 000 ans. Parce qu'à ce moment-là, nous avons inventé un truc qui n'existait pas dans l'humanité qui précédait, donc dans les 200 000 ans qui ont précédé cette époque-là, nous avons inventé l'inégalité. Beaucoup de gens se disent mais l'inégalité, ça a toujours existé. Non. Alors, je ne suis pas un rousseauiste naïf, mais l'inégalité n'a pas toujours existé, tout simplement parce qu'elle était impossible. Elle est devenue possible au moment du néolithique. Et là, ce qui s'est passé, c'est que les hommes, du fait de la capacité, de la liberté que nous avions de nous différencier en termes d'enrichissement, les hommes sont rentrés dans une espèce de course à l'enrichissement individuel et collectif, qui a participé de la croissance de nos économies, qui a participé de cette société magnifique sur certains aspects dans laquelle nous vivons aujourd'hui, mais qui participe de la destruction de la planète. Donc, si vous voulez, je considère qu'il y a quelque chose de fondamental dans ce passage historique et qui fait écho au fonctionnement de notre cerveau, qui nous livre quasiment ce que l'on observe aujourd'hui, la destruction de la planète. Après, peut-être qu'on pourra préciser. Oui, c'est vrai que ça engage effectivement à de l'approfondissement, puisque c'est des sujets dont nous ne sommes pas forcément familiers, ce passage du paléolithique au néolithique et les biais cognitifs et comportementaux qu'induisent ces changements anthropologiques. On y reviendra. J'aimerais faire un bond dans le temps et nous plonger dans le présent. Un présent qui est caractérisé, pour beaucoup de jeunes, par un phénomène d'éco-anxiété. Un phénomène d'éco-anxiété qui peut revêtir, au final, des significations diverses. Et je me tourne vers vous, Rémi Leverrier, pour nous expliquer ce que, aujourd'hui, c'est le cerveau de nous, êtres humains. Comment ressent-il ce changement climatique, ce dérèglement climatique, malgré tous ces biais cognitifs, et que lui fait d'être confronté à des perturbations qu'il appréhende mal? Alors,
Pour réaliser notre étude, on a sollicité un nombre de jeunes qui se disaient particulièrement préoccupés par le changement climatique. Cette préoccupation pour le changement climatique, qu'on peut appeler aussi de manière assez générale l'éco-anxiété, c'est l'ensemble de sentiments qui sont liés justement à cette préoccupation. Donc les jeunes qu'on a interrogés, donc de 18 à 30 ans, ressentaient principalement la colère, mais aussi de la tristesse, de l'anxiété, et aussi un fort sentiment de responsabilité. Je reviendrai dessus ensuite. Ces sentiments, ils sont vastes, et justement le terme d'éco-anxiété, pour moi, il permet juste d'exprimer cette diversité des états individuels. Et ensuite, il faut le caractériser, parce qu'on a des degrés d'intensité dans le ressenti de ces sentiments qui est extrêmement fort. C'est pour ça qu'aussi il y a beaucoup d'autres termes que l'éco-anxiété qui sont utilisés. Certains peuvent parler d'éco, en fait éco, tout ce qu'on veut ensuite, hein, éco-colère, éco-résignation, etc. Oui, j'entendais effectivement l'économiste Frédéric Lordon caractériser plutôt ce sentiment par une éco-fureur. Vous, c'est un terme qui vous parle, que vous avez pu observer, ou vous mettez l'accent sur la colère qu'ont ressenti ces jeunes et qu'ils vous ont rapporté? Alors après, tout dépend de ce qu'on veut étudier. Nous, on a réalisé cette étude pour voir ensuite justement à quoi amener ces sentiments. Ils amènent principalement à l'action ou à l'inaction selon des phases qui peuvent se répéter cycliquement. Donc alternant, les individus vont alterner dépression et puis phase de mobilisation où ils vont aller manifester, modifier leurs habitudes de vie, etc. Nous, on s'est concentré sur justement qu'est-ce que ça induisait en termes d'action individuelle et collective. Donc cette colère, on peut la mobiliser dans d'autres contextes, je pense, qui ont plus des visées politiques. Nous, ce n'était pas notre cas ici. Nous, ce qui nous intéressait plutôt, c'était de connaître les moteurs. Donc on était plus proche de certaines définitions comme la solastalgie, qui décrivent des états de mal-être un peu généraux liés à la perception que son environnement direct change et que, par contre, donc une espèce de mal de pays, mais sans quitter son pays, parce qu'on reste là où on réside principalement. Donc les jeunes qu'on a interrogés, par exemple, s'ils habitent près de la plage, ils nous disent on constate que le trait de côte a reculé depuis qu'on est petit. Voilà. Et c'est à partir de ces constats-là, qui sont simples, qui partent aussi des informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux ou autres, qui modifient leur modalité d'engagement individuel et dans la collectivité. Ouais, solastalgie, un terme qui est d'ailleurs antérieur au terme d'éco-anxiété. Oui, alors je ne saurais pas dire exactement, dater exactement. Je ne suis pas sûr que ce soit très important. Sur le long terme, par exemple, l'éco-anxiété, on dit que c'était dans les années 90. En fait, nous, ce qui nous a intéressé, c'est que ce terme, par contre, c'est beaucoup popularisé ces 2 dernières années, en fait, médiatiquement. Avant, vous pouvez faire des recherches, on ne trouve quasiment aucune occurrence. Et alors, ces modalités d'engagement, justement, ça me permet de rebondir pour adresser la parole à Émilie Salvia. Vous travaillez sur la manière dont les émotions, et en particulier les émotions relatives au dérèglement climatique, influent sur les processus de prise de décision. Que nous dit la littérature scientifique à ce sujet? Que produisent les émotions relatives au changement climatique sur la prise de décision? Alors, vous m'entendez? Oui. Donc les études scientifiques actuellement vraiment se sont focalisées, elles sont assez récentes, et elles se sont focalisées en particulier sur la population adulte. Et donc ces études, ce sont plutôt des études interventionnelles, donc qui se sont intéressées à induire plutôt des émotions positives, négatives, et puis ces conditions étaient contrastées avec des conditions plutôt neutres. Et ces études permettaient de tester dans quelle mesure l'induction d'émotions plutôt positives ou négatives pouvait induire des comportements éco-responsables chez ces adultes. Donc il y a différents types d'inductions qui sont utilisées dans ces études. Soit tout simplement on induit des émotions via des vidéos émotionnellement chargées, soit simplement on utilise des scénarios fictifs, donc qui sont des messages qui induisent des émotions positives, négatives,
ou qui n'induisent pas d'émotion, donc ce sont des conditions neutres. Soit on utilise des rappels autobiographiques, c'est-à-dire qu'on demande aux individus de se rappeler de comportements qui ont induit chez eux plutôt des émotions positives ou négatives. Et une autre sorte d'induction qui marche plutôt bien, c'est de demander aux participants plutôt d'anticiper des émotions, par exemple des émotions positives comme la fierté, si j'agissais plutôt de manière bénéfique pour l'environnement, ou au contraire d'anticiper des émotions négatives comme la culpabilité si je n'agissais pas en faveur de l'environnement. Donc ces études, elles ont montré des impacts bénéfiques à la fois de l'induction d'émotions positives et négatives sur l'intention de s'engager dans des comportements éco-responsables. Mais également, ces études, elles ont quand même montré que les individus, ils préféraient des messages sans émotions négatives et que finalement, l'induction d'émotions positives avait des impacts plus bénéfiques sur l'engagement dans des comportements éco-responsables, et notamment anticiper la fierté que je pourrais ressentir après m'être engagée dans un comportement éco-responsable, ou encore l'espoir constructif, c'est-à-dire inculquer l'idée qu'on peut aller encore à l'encontre de la dégradation de l'environnement en agissant de manière plutôt collective. Donc voilà, on a cette induction d'émotions positives qui est plus bénéfique, mais ces études, elles ont également montré une chose, c'est que pour que les effets soient encore plus bénéfiques, il faut ajouter à ces messages des solutions, des pistes d'action pour pouvoir s'engager finalement facilement et au quotidien dans ce type de comportement. Après, il y a certaines limites à ces études, c'est que la plupart des études, elles se sont plutôt intéressées aux intentions et pas encore vraiment au comportement concret. Et donc là, les résultats pourraient être quand même un peu différents. Et puis, on y reviendra après, mais également, il y a très peu d'études qui se sont intéressées à la durabilité de ces effets. Et ça, c'est important également. C'est effectivement quelque chose sur lequel vous travaillez, on y reviendra. Mais la question de l'engagement et de la durée dans le temps de cet engagement importe, puisque ce qu'on cherche à mesurer, c'est le passage à l'action, et non pas que le déclaratif qui s'estompe, je crois, au fur et à mesure. Ça me permet effectivement de vous adresser la parole à vous, Aurélie Robertet, pour vous interroger sur ce que disent vos enquêtes chez Universum, des préoccupations réelles des jeunes étudiants, jeunes diplômés, jeunes avec un peu d'expérience professionnelle, et de ce qu'ils recherchent par rapport à l'engagement ou au contraire aux autres critères sociaux et socio-économiques. Qu'observez-vous à l'international et en France, où vous avez interrogé près de 80 000 personnes chaque année? Alors, moi, je suis contente parce que moi aussi, je vais aller un peu à contre-courant de ce qu'on a entendu. Pour vous expliquer, moi, mon métier, c'est d'interroger chaque année, à travers le monde, des populations de jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché de l'emploi ou qui y sont déjà depuis assez peu de temps, et d'essayer de comprendre finalement ce qu'ils attendent de la part d'un employeur. Donc, on les interroge vraiment dans une posture de candidat. Et quand on les interroge, on leur demande de nous indiquer quels sont les critères finalement qui sont les plus importants pour eux quand ils vont rechercher un employeur. Et pour ça, on leur propose à peu près tous les sujets auxquels ils peuvent être amenés à réfléchir ou à être confrontés. Donc c'est tous les sujets qui sont en lien avec l'image, la réputation d'une entreprise, ses engagements, ses valeurs. C'est des sujets liés à la rémunération, à la nature des missions qu'on va leur proposer. On va les interroger également sur tout ce qui touche plutôt à l'environnement social, la culture d'entreprise, etc. Et en fait, ce qu'on observe, et de manière assez immuable, c'est que les fondamentaux restent les mêmes depuis plus d'une dizaine d'années, et que globalement, quand ils choisissent un employeur, ils vont d'abord le choisir sur la base d'éléments qui vont les toucher directement, qui sont assez individualistes, et qui tournent autour de la rémunération, de la référence professionnelle qui va leur servir de tremplin pour la suite, ils vont s'intéresser à la nature des missions, etc. Et quand on regarde la place qu'ils accordent au développement durable d'une manière générale, eh bien finalement, c'est très bas dans la hiérarchie. Ça se place vraiment dans la deuxième partie des critères. Alors, on ne peut pas dire que c'est pas du tout un sujet pour eux.
On observe depuis quelques années effectivement une progression, une prise de conscience et une prise en considération plus importante de ces aspects-là et notamment des engagements des employeurs, mais on est très loin d'avoir balayé les fondamentaux. Et comme on avait envie de creuser un petit peu plus loin, on a mené une étude spécialement sur ces sujets RSE au sens large, alors qui englobe l'environnement, mais pas que, puisqu'on les a globalement interrogés sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux et puis sur les sujets économiques. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la première année, quand on leur a demandé, quand on les a interrogés sur ces aspects-là, on n'a pas précisé et on leur a demandé, parmi tous ces sujets-là, quels étaient les sujets qui étaient les plus importants pour eux. Et on a réalisé dans leur réponse que c'était tous les sujets qui avaient plutôt attrait à l'environnement et notamment la gestion des déchets et tout ce qui était climat, puisque c'était les deux aspects qu'ils mettaient en avant. Et l'année suivante, en fait, on a voulu préciser notre question et on les a poussés à nous répondre en tant que candidats. Donc on leur a demandé de nouveau de nous indiquer quels étaient les sujets importants pour eux, mais en leur demandant de répondre dans une préoccupation et une logique d'emploi, etc. Et soudain, les sujets environnementaux sont passés au dernier plan et les sujets sociaux sont passés au premier plan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils se comportent de manière assez différente selon qu'ils sont dans une posture de citoyen ou quand ils sont dans une posture de candidat vis-à-vis d'un employeur. Alors, on a vu de nombreuses vidéos de discours lors de remises de diplômes dans des grandes écoles, à Polytechnique, à l'EDEC, à HEC, des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux parce que les étudiants déclaraient ne plus vouloir se mettre au service d'un monde d'avant et d'entreprises, de structures qui auraient travaillé comme dans le monde d'avant, mais au contraire, qui mettaient au cœur de leurs préoccupations déclaratives, tout du moins, ces questions de responsabilité face au dérèglement climatique. Est-ce que notre information est biaisée par rapport à ces vidéos dont la viralité, au final, ne reflète pas la réalité ? Alors, effectivement, nous, à travers, encore une fois, nos enquêtes, on a identifié, et sans rentrer trop dans les détails, mais à peu près 5 portraits types, 5 portraits robots, avec des gens, des profils qui sont dominés par des choses un peu différentes. Vous avez des gens qui sont plutôt dominés par la performance, le challenge, d'autres qui sont plutôt dominés par des carrières à l'international, certains qui sont plutôt des profils de pionniers, qui vont plutôt valoriser et rechercher l'innovation, les nouvelles technologies, etc. On a des gens qui sont dominés par une recherche d'équilibre de vie qui est un élément qu'ils prennent en considération de plus en plus, surtout depuis la crise sanitaire. Et on a ce qu'on appelle les changemakers, qui sont ceux qui sont plutôt drivés par une conscience sociale forte, qui ont envie d'œuvrer, qui ont envie d'éthique, qui ont envie de rejoindre des entreprises qui ont une raison d'être qui va les inspirer et qui vont avoir un impact. Aujourd'hui, dans nos études, sachant qu'on interroge à peu près 80 000 personnes chaque année, entre du niveau Bac+2, du niveau Bac+5. Il faut quand même juste en aparté savoir que toute cette problématique de développement durable, elle est quand même effectivement plus, on la retrouve plus chez des gens qui ont un niveau de diplôme plutôt élevé. Plus on descend dans le niveau de diplôme, moins ce sont des problématiques pour eux. Et sur des populations de niveau Bac+5, on a seulement 11% de profils de changemaker. Donc on a une personne sur 10 aujourd'hui dans ces profils-là qui va vraiment prendre en considération en priorité tous ces sujets relatifs au développement durable. Donc les prises de parole dont on a beaucoup entendu parler et dont les médias se sont un peu regorgés avec un espèce d'emballement comme ça, aujourd'hui ils représentent quand même un épiphénomène. Il faut quand même savoir une chose, c'est que dans nos enquêtes, on les interroge également sur les employeurs pour lesquels ils ont envie de travailler, idéalement, les employeurs dont ils rêvent. On leur propose quand même une liste avec 130 entreprises réparties vraiment dans tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, quand vous regardez les employeurs qui les font rêver et qui sont au top du classement, c'est LVMH, c'est Google, c'est Goldman Sachs, c'est McKinsey. On est loin du sujet. Donc voilà, attention, ça reste quand même aujourd'hui des épiphénomènes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien. Et il y a une petite histoire, parce qu'on parlait de Total tout à l'heure, qui est assez rigolote.
Il y a 2 ans, vous savez que Total avait envisagé d'installer un centre de recherche à Saclay, sur le campus de Polytechnique. Ça a fait beaucoup de bruit et il y a eu un peu une levée de boucliers de la part des étudiants de Polytechnique. Les médias en ont parlé beaucoup. Total s'est beaucoup fait attaquer sur ce sujet-là. Ils ont fini par retirer d'ailleurs leur projet. Et nous, on avait été approchés par les médias parce que justement, on menait des enquêtes, entre autres auprès des étudiants de Polytechnique. Et on avait regardé dans nos enquêtes, Total figurait dans le top 10 des employeurs qui faisaient rêver les étudiants de Polytechnique. Voilà. Thierry Ripoll, je vous ai vu acquiescer. Comment expliquer ces différences entre le déclaratif et l'engagement réel lorsqu'il s'agit de prendre des décisions? Est-ce qu'on remet la responsabilité sur autrui en se disant « Ah, pas maintenant, pas moi, dans cette prise de décision si importante pour ma vie, le début de ma carrière professionnelle, que le choix d'un employeur qui fera tremplin, comme vous le disiez ». Est-ce que ce sont des biais cognitifs que vous avez ébauchés, le biais d'impatience temporelle, l'incapacité à se projeter loin? Comment expliquer ça? Alors, avant d'évoquer l'impatience temporelle, j'aimerais juste donc, répondre à votre question et prolonger ce que vous disiez. C'est une anecdote, mais il y a quelque temps, j'ai vu le fils d'un de mes amis qui était très, très engagé dans l'écologie et qui se formait au survivalisme. Et puis, 1 ou 2 ans après, donc il y a très peu de temps, j'ai su qu'il avait investi dans un appartement pour avoir un rendement locatif. Et je lui dis, c'est bizarre, parce que finalement, en peu de temps, tu es passé du statut de survivaliste au statut d'investisseur capitaliste. Il n'y a pas un petit problème, là? Et il m'a dit, bah oui, sans doute, mais il faut bien survivre. On est dans une société, il faut quand même... Mais c'est ça le problème numéro 1. Alors moi, j'ai une expérience de pensée pour exprimer, pour illustrer la force du système qui entraîne même ceux qui, au niveau déclaratif, revendiquent des valeurs, on va dire, écologiques, et qui, dans les faits, ne se comportent pas du tout de manière écologique. Si vous assistez à un spectacle et qu'il y a une personne devant vous qui se lève, qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez. Mais du coup, la personne qui est derrière vous se lève aussi, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, tout le monde s'est levé. Personne ne voit mieux, puisque tout le monde s'est levé. Donc ça n'a rien changé dans le statut de chaque individu, mais tout le monde a fait un effort inutile, mais qui est imposé par la force du système. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de jeunes ici présents. Ils sont dans un système qui est avant tout basé sur la compétition. Il faut qu'ils gagnent cette compétition d'une manière ou d'une autre. Une manière de gagner la compétition dans notre monde, et c'est ce que vous releviez finalement, c'est d'avoir un bon salaire. Pour avoir un bon salaire, il vaut mieux être chez Total ou LVMH que dans l'éducation nationale comme moi, je peux vous le garantir. Le problème, c'est que ça a l'air de rien, sauf que chacun étant entraîné dans cette course, quand on sait que le niveau d'impact environnemental est fortement corrélé, une corrélation très très forte avec votre niveau de revenu, eh bien, on comprend bien pourquoi, collectivement, on s'oriente vers quelque chose qui s'appelle la destruction de la planète. Enfin, c'est un élément. Après, l'impatience temporelle, c'est autre chose. Peut-être on en parlera après. En 2 mots? Bon, l'impatience temporelle, c'est quelque chose de très simple, finalement. C'est le fait que nous avons... Alors, c'est un concept qui est beaucoup développé en économie, en psychologie, neurosciences. C'est le fait qu'un cerveau d'humain, il a beaucoup de mal à prendre des décisions qui tiennent compte du futur lointain. C'est-à-dire que la valeur psychologique du lointain est très faible par rapport à la valeur psychologique de ce qui est temporellement proche. Et ça s'explique très bien d'un point de vue évolutionniste. On a toujours le même cerveau que nos ancêtres au Paléolithique. Et nos ancêtres au Paléolithique, ils n'avaient pas à gérer le temps lointain. C'est un non-sens pour un homme du Paléolithique de se préoccuper de ce qui se passera même dans 10 ans. Mais nous, on nous demande de penser pour 20 000 ans, 30 000 ans, 100 000 ans. Ce n'est pas possible pour notre cerveau. Et on sait, à partir des tas d'études expérimentales, c'est variable d'un individu à l'autre, mais on a énormément de mal à prendre des décisions qui ont vocation à être utiles dans longtemps.
On est tous contraints du fait de la pression aussi de ce système, du fait qu'il faille réussir ici et maintenant à privilégier des intérêts individuels à court terme qu'un intérêt collectif à long terme. Et ce n'est pas quelque chose qui est politique, qui est idéologique, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature de notre cerveau. C'est ce qui contribue beaucoup aux addictions, de manière générale, c'est ce qu'on appelle l'impatience temporelle, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir résister à un plaisir immédiat. Et c'est quelque chose dont nous souffrons tous en matière de consommation, puisque si on rencontre un problème aujourd'hui, c'est uniquement lié au niveau de consommation de chacun de nous, pris individuellement. Donc évidemment, l'impatience temporelle joue un rôle important, mais parmi beaucoup d'autres facteurs. Et pour revenir aux jeunes, Rémi Leverrier, si ces jeunes n'agissent pas par l'emploi, comment agissent-ils ? Est-ce que l'inaction climatique, qui est un facteur d'anxiété, de colère, les tétanise ou au contraire les galvanise parfois ? Qu'est-ce que vous avez observé dans votre étude auprès des éco-anxieux ? Alors, ce qu'on a pu observer sur un panel qui était restreint et qui était composé principalement, je le rappelle, de personnes qui sont à la base déjà particulièrement préoccupées par le changement climatique, ce qu'on voit, c'est un phénomène de responsabilisation très forte ressenti au niveau individuel, combiné avec un besoin énorme de cohérence. C'est-à-dire que les personnes qu'on a interrogées, elles nous disent je ne peux pas aller, par exemple, faire une marche sur le climat et ne pas aller voter. Parce que pour elles, ça va de pair. On doit exercer ses droits de citoyen, ses devoirs, ça dépend, et agir dans la vie quotidienne de la même façon. En tant que citoyen, il y a une action effectivement qui s'aligne avec le déclaratif sur ce qu'on a eu en déclaratif, en tout cas, et sur ces personnes-là, oui. De même, les personnes qu'on a interrogées modifient massivement leurs habitudes alimentaires. Pour prendre cet exemple, 70% des personnes qu'on a interrogées modifient leur régime alimentaire. Donc elles sont soit flexitariennes, donc c'est-à-dire qu'elles modèrent leur consommation de viande en fonction pour des raisons climatiques, ou elles deviennent végétariennes, ou dans certains cas végétaliennes. Ça, c'est au niveau individuel. Par contre, nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de savoir s'il y avait une bascule qui s'opérait vers un niveau collectif. Et là, par contre, les constats sont beaucoup moins clairs et on a beaucoup moins de passages à des actions collectives. Il y a une certaine forme de désaffection pour les formes traditionnelles d'engagement politique. On a eu beaucoup de témoignages qui nous disaient, par exemple, moi, aller tracter, très peu pour moi. Par contre, me mobiliser s'il y a un projet de zone commerciale à côté de chez moi, oui. Il y a aussi une méfiance vis-à-vis des politiques. La même personne qui voulait se mobiliser contre le projet de zone commerciale a rejeté les partis politiques qui étaient venus, les représentants des partis qui étaient venus sur place pour en quelque sorte récupérer le projet. Ça a été très mal vécu par les individus. Donc c'est un premier point. Déjà, ces personnes-là qui s'engagent au niveau collectif et qui montent des projets, elles sont rares. Elles vont privilégier des formes d'engagement qui sont plutôt ponctuelles. Et cet engagement rare est aussi limité par le fait que c'est des personnes qui sont préoccupées pas uniquement par le changement climatique, elles nous le disent. Et donc, par exemple, pour elles, si l'éducation est importante, elles vont s'engager peut-être pour des causes qui sont liées à l'éducation et pas liées au changement climatique. Est-ce que ces profils, on peut les caractériser comme des changemakers, ceux que vous avez interrogés et qui ressentent l'éco-anxiété, sont-ils restreints à ce type de caractère ? Je ne sais pas si on peut les qualifier de changemakers. On n'a pas un échantillon assez vaste, je pense, pour faire ce genre de catégorisation. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a un autre phénomène qui est à prendre en compte, c'est le phénomène cyclique. C'est-à-dire que les personnes qui se sont le plus engagées, même collectivement, elles ressentent au bout d'un certain moment une forme d'épuisement qui les amène à prendre de la distance vis-à-vis du changement climatique et des sentiments que ça provoque chez elles, donc d'anxiété principalement. Donc, par exemple, dans leur environnement familial, elles vont arrêter d'aller essayer de changer, modifier les habitudes de consommation qu'elles voient autour d'elles, de leur père, etc. Elles vont se recentrer sur des choses simples, se mettre un peu dans une bulle, couper par exemple aussi leur consommation d'informations pour se préserver. Ce qui n'est d'ailleurs pas limité qu'au militantisme écologique, c'est quelque chose qu'on observe, y compris dans différents militantismes, comme sous le nom de burn-out militant, quelque chose que moi j'ai... Exactement. En fait, on n'a pas de forme vraiment propre pour ces personnes-là vis-à-vis d'autres engagements associatifs, militants ou
ou même en termes de l'éco-anxiété, je le rappelle, c'est pas une pathologie propre, c'est des symptômes qui existent et voilà, c'est pas une maladie. Alors, on a parlé beaucoup des jeunes diplômés, des jeunes étudiants, mais il y a des populations auxquelles on ne s'est pas encore intéressé, alors que les émotions ont un fort impact sur leur prise de décision et de manière générale sur leur vie. Ce sont les adolescents. Et Émilie Salvia, c'est un projet que vous allez mener, et j'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus sur la raison pour laquelle vous vous intéressez aux adolescents et ce que vous comptez faire pour examiner comment les émotions liées au changement climatique les impactent. Donc, nous venons d'obtenir justement un financement de l'Agence nationale de la recherche, donc avec Mathieu Cassotti, un collègue chercheur du laboratoire, du LabCID. Et donc, ce projet s'appelle AdEco, pour adolescence et écologie. Et donc, ce projet a pour but de tester dans quelle mesure il est possible de promouvoir des comportements éco-responsables à long terme chez les adolescents via l'induction d'émotions. Donc, pourquoi l'adolescence ? Alors, il y a 2 raisons. La première raison, déjà, c'est une population qu'il faut sensibiliser à cette question sociétale, mais également parce que l'adolescence est une période d'hypersensibilité émotionnelle. Donc ça, il y a de nombreux modèles neurobiologiques qui ont expliqué cette hypersensibilité émotionnelle. C'est qu'il y a des régions du cerveau qui maturent plus précocement que d'autres, et notamment les régions qui sont impliquées dans le traitement des émotions maturent plus précocement que les régions qui sont plutôt impliquées dans la régulation des émotions, le contrôle cognitif, d'où cette hypersensibilité émotionnelle à l'adolescence. Et comme on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais chez l'adulte, il y a une étude en particulier qui a montré que l'induction d'émotions n'a pas finalement d'effet durable dans le temps sur l'engagement éco-responsable. Et la question de ce projet qu'on va mener, c'est du fait de leur hypersensibilité émotionnelle, les adolescents peut-être, si on induit des émotions chez ces adolescents, peut-être que les effets seront plus durables dans le temps et donc que leurs engagements seront plus durables. Donc c'est pour ça qu'on pose cette question, donc de tester la durabilité des effets chez les adolescents. Également, on va s'intéresser non pas seulement aux intentions, mais également aux actions concrètes. Et donc, après induction d'émotions, on va leur demander s'ils souhaitent s'engager concrètement dans ce qu'on va appeler des ateliers pédagogiques. Et donc, dans ces ateliers pédagogiques, leur demanderont de s'impliquer un petit peu et de consacrer un petit peu de temps, de leur temps. Et donc, dans ces ateliers pédagogiques, on va leur proposer des problèmes écologiques et ils devront chercher par eux-mêmes des solutions concrètes et qu'ils pourront facilement mettre en œuvre au quotidien pour agir de manière éco-responsable. Très bien. Avant de revenir effectivement sur ces questions de comment est-ce qu'on fait pour faire passer des émotions et susciter un engagement dans la durée, j'aimerais avoir l'avis de Rémi Lauverrier à nouveau sur le regard que les jeunes, sur la manière dont les jeunes gèrent le regard que la société porte sur leur éco-anxiété, sur ceux que vous avez interrogés. Que pensent-ils de ce qu'on pense d'eux ? Ouais, alors c'est un autre point, effectivement. On peut avoir un traitement, on a parlé du traitement médiatique qui s'emballait un peu sur les jeunes qui étaient justement acteurs du changement climatique. On a aussi l'inverse avec d'autres termes en éco-autoritarisme, par exemple, est sorti il n'y a pas longtemps, pour décrédibiliser les personnes qui étaient fortement préoccupées par le changement climatique. Et donc, forcément, les jeunes qu'on a interrogés, ils sont sensibles, notamment dans le cadre de leur premier cercle familial, en confrontation avec des générations plus âgées, leurs parents, leurs grands-parents, où ils évitent parfois d'aborder les sujets parce qu'ils se font embêter, moquer par leur famille ou par leurs proches, leurs amis, etc. On voit régulièrement à la période de Noël surgir des guides sur les réseaux sociaux, comment survivre à un repas de famille lorsqu'on est militant, féministe, écologiste, etc. C'est peut-être, vous qui nous écoutez, quelque chose auquel vous serez confrontés aux fêtes de fin d'année.
C'est ça. Donc après, derrière, c'est une question qu'on a effleurée, mais qu'on n'a pas approfondie suffisamment malheureusement. Mais il y a cette peur quand même dans les actions qu'ils mènent de passer pour des Khmers verts, par exemple. Enfin, toutes ces expressions qui sont assez rigolotes au final. Mais et donc ils choisissent leur moment d'action, ou ils choisissent les modalités. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des pincettes ou se dire bon ben là je suis avec mes amis, ok, il faut que je prenne sur moi-même, que je ne sois pas trop autoritariste justement. Et que je définisse des périodes dans lesquelles je pourrais être entendu sans trop en souffrir d'un point de vue personnel. Bon, parlons des solutions, puisque c'est quelque chose dont on a commencé à parler. J'aimerais vous demander votre avis à chacun. Mais Émilie Salvia, vous qui travaillez sur la production d'émotions, comment est-ce qu'on fait pour susciter une émotion positive plutôt, puisque vous dites qu'elles ont des effets plus importants dans la propension à s'engager dans la durée. Comment on fait pour susciter une émotion positive et cette volonté de s'engager dans la durée? Alors, comme je vous disais, nous, là, c'est une étude qui va être menée chez les adolescents. On n'a pas encore de résultats. Alors, les moyens pour induire des émotions, j'en avais donné quelques-uns tout à l'heure. Et votre protocole, donc qu'est-ce que vous demandez dans l'engagement? Alors, nous, là, ici, ce qu'on va faire dans ce projet, donc on va induire des émotions via des vidéos qui vont soit induire des émotions positives, négatives ou pas d'émotions du tout. Donc, par exemple, pour les émotions positives, on va plutôt présenter, montrer que dans la population, on s'engage déjà dans des comportements éco-responsables et qu'on peut agir tous collectivement donc plutôt montrer également en montrant que certains s'engagent déjà dans ce type de comportement, donc montrer quelque chose de plutôt positif. On va également leur apporter certaines solutions. Donc, par exemple, on va montrer qu'il y a déjà beaucoup de gens qui vont dans des épiceries anti-gaspi, qui vont peut-être vendre ou donner leurs vêtements et donc limiter cette consommation excessive, etc., etc. Et donc, à travers cela, on donne aussi des solutions. Ensuite, on va, dans le versant négatif, ce sera plus de la culpabilité, en montrant que nous sommes tous responsables de l'état actuel de la planète. Et puis quelque chose de neutre, mais là, qui ne sera pas du tout vraiment en lien avec... ce sera vraiment quelque chose de très factuel, finalement. Et ensuite, on va, comme je vous disais tout à l'heure, vraiment pas rester que sur les intentions, mais également leur demander, donc après avoir induit des émotions, s'ils souhaitent s'engager, donc ça sera sur plusieurs séances, dans des ateliers pédagogiques. Et donc, ça sera notamment sur 6 semaines, donc ça va demander un petit peu de leur temps. Et soit elles s'engagent, soit elles ne s'engagent pas. Et après, on verra la durabilité des effets, donc s'ils s'engagent finalement jusqu'au bout ou pas. Donc voilà, là on est vraiment à l'état on vient juste d'obtenir les financements, donc on n'a pas encore de résultats. Voilà. Et puis ensuite, c'est de donner des solutions à ces jeunes finalement pour s'engager facilement au quotidien. Et peut-être à plus long terme, on espère que si on a donné l'envie à ces jeunes de s'investir dans des comportements éco-responsables, est-ce que par la suite, ils ne pourraient pas en plus éduquer finalement les adultes de leur entourage, leurs parents, dans ce type de comportement? Il faut les rendre animateurs de la fresque du climat, qui est une belle initiative justement pour partager les connaissances sur le changement climatique. Aurélie Robertet, du coup, on parle de susciter des émotions. Les vidéos dont nous parlions tout à l'heure, qui ont été largement repartagées sur les réseaux sociaux et dont on peut contester le caractère généralisé, en tout cas la représentativité, est-ce qu'elles n'ont pas une fonction qui peut être néanmoins utile de prêcher le faux pour obtenir le vrai? Je m'explique. Mettons que ces vidéos qui sont virales et qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux puissent potentiellement inciter des entreprises à adopter des comportements pour leur marque employeur qui soient plus vertueux, plus responsables, et faire bouger également les lignes auprès de jeunes qui se diraient « Ok, c'est vrai que je n'avais pas tellement envisagé, moi, ma carrière sous tel et tel critère, mais peut-être que c'est des choses que je devrais plus prendre en compte. » Est-ce qu'on peut espérer
que les marques évoluent en ce sens, enfin les marques, les entreprises, les structures, et éventuellement que les jeunes, y compris dans des études sur les critères RSE futurs que vous mèneriez, évoluent parce que ces vidéos les auraient marqués? Alors, pour ma part, je pense que travestir la réalité, ça n'est jamais une bonne chose. Donc moi, mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait un mariage qui s'établisse entre les employeurs et les jeunes diplômés. Et un mariage, il ne peut pas fonctionner s'il est basé sur une fausse promesse au départ, et si les mariés, au départ, se font plus beaux qu'ils ne sont. On est aujourd'hui dans une ère de la transparence. Les gens veulent de la réalité. Et dès qu'il se passe quoi que ce soit, dès qu'on veut acheter une machine à laver, qu'on veut aller au restaurant, qu'on veut choisir un employeur, on va sur les réseaux sociaux parce qu'on va essayer de comprendre et de capter la réalité vécue par les gens et leur expérience pour que ça représente, on ait une image qui soit le plus près possible de la réalité. Donc non, je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit la bonne solution que de travestir encore une fois la réalité. En revanche, ce qui est à prendre très clairement en considération de la part des employeurs, c'est qu'il y a un doute réel de la part des candidats sur la réalité des engagements des entreprises. Aujourd'hui, il n'y a qu'un tiers des personnes qu'on interroge qui croient réellement aux actions qui sont menées par les entreprises et qui y voient encore des actions de communication et du greenwashing. Donc ça, c'est clairement à prendre en considération, parce que c'est une réalité, et c'est à prendre en considération pour les entreprises de manière à ce qu'elles apportent des éléments de preuve sur les engagements sur lesquels elles se définissent. Ça signifie que leur engagement, ce vers quoi on les pousse, c'est plutôt d'expliquer mieux ce qu'elles font déjà, plutôt que de s'engager plus? Oui, d'expliquer, de prouver. Je crois que c'est beaucoup par des éléments de preuve. Moi, mon job, c'est de faire de la marque employeur. La marque employeur, aujourd'hui, c'est d'apporter à travers une réalité et des éléments tangibles et vrais un éclairage sur ce que l'entreprise offre en fait aux jeunes quand elle l'accueille. Donc, c'est une réalité sur tous les sujets. C'est-à-dire, quand l'entreprise valorise sa capacité à faire monter en compétence un de ses collaborateurs, il faut qu'elle soit capable d'exprimer et d'expliquer par des éléments, par des preuves à l'appui, comment elle va le faire. Sur les sujets environnementaux, sur les sujets liés au développement durable d'une manière générale, il y a la même attente, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste un discours aujourd'hui et un acte de communication, parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pouvoir de la communication sur ces sujets RSE qui est extrêmement fort. Si j'en reviens à l'étude qu'on a menée sur justement précisément tous ces engagements, on a également mesuré la perception que véhiculent les employeurs, les entreprises sur ces aspects-là. Dans les employeurs qui sont le mieux perçus, on va retrouver des entreprises comme Airbus ou comme Total. Donc c'est le poids de la communication qui fait effet, et il y a besoin d'aligner la com avec une réalité. Bon, pour conclure, avant de prendre une ou deux questions du public, Thierry Ripoll, je sais que pour avoir échangé avec vous au préalable, vous avez une position qui engage à une forme de radicalité dans les mesures à prendre pour faire face à un changement anthropologique, un besoin de changement de nature anthropologique qui est dont que je vous laisserai expliquer. Okay, donc il faut que je joue le rôle du radical révolutionnaire de service, ce que je vais faire bien volontiers. Et je vais dire pourquoi quand même. C'est pas parce que j'ai une propension à la révolution, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est simplement que d'un point de vue rationnel, je n'arrive pas à d'autres solutions que celles que je vais vaguement vous proposer. Mais je pense que les solutions qui ont été évoquées, c'est-à-dire d'actions individuelles, sont importantes. Déjà, elles sont importantes psychologiquement parce que le fait de pouvoir un peu agir contribue à stabiliser l'état psychique, qui peut être très problématique dans cette situation d'impuissance dans laquelle les gens vivent la situation aujourd'hui. Mais je considère que ces actions individuelles sont totalement insuffisantes. Et puis entre difficulté à prolonger l'engagement dans le temps, entre burn-out des personnes qui s'engagent et faible quantité des personnes qui s'engagent finalement,
on est sûr. obligé de... Pour prendre une analogie, si vous avez un bateau qui est en train de faire de l'eau, qui est en train de couler, vous pouvez mettre des pinoches. Les pinoches, c'est ce qu'on utilise pour boucher les trous sur un bateau, à différents endroits. Mais si le bois est pourri, à un moment donné, les pinoches, ça suffira pas. Il va falloir sortir le bateau de l'eau et repenser la structure. Je pense que nous en sommes là. Alors si je peux me permettre, je vais tester l'auditoire, puisqu'ils sont là. Je vous en prie. Et comme ça, ils vont se réveiller au cas où ils seraient endormis. Imaginons qu'on soit tous amenés à vivre sur une île ensemble, parce que catastrophe, on soit sur une île. Et puis on vient tous avec notre patrimoine avec nous, nos euros. D'accord, on a nos euros avec nous. Et puis on nous dit, bon ben voilà, sur cette île, malheureusement, il n'y a pas trop d'eau et on peut utiliser 50 litres par jour et par personne. Bon, ok. Mais moi, je viens, il se trouve que je suis beaucoup plus riche que vous. Et en fait, je peux sans problème me payer 1000 litres d'eau par jour. Parce que j'ai un jacuzzi, j'ai une pelouse à entretenir. Et puis voilà, c'est agréable, quoi. Est-ce que vous m'accordez ce droit, sachant que si je consomme cette eau-là, à ce moment-là, je mets en péril votre vie et la capacité de survie de notre communauté, par exemple, parce qu'on n'aura plus d'eau pour élever des plantes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec le fait que je puisse utiliser, on va dire, les 3/4 des ressources d'eau de cette île dans laquelle nous vivons? Alors j'ai fait le test, je fais pas mal de conférences, personne n'est d'accord. Je me dis, bah, c'est strictement impossible. Si vous faites ça, nous, on vous égouille. Ok, mais pourquoi vous l'acceptez alors? Puisque vous l'acceptez, puisque c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il y a des gens qui se donnent le droit, du fait de leur patrimoine, de détruire les ressources, le bien commun dont nous avons tous besoin. Nous l'acceptons. Alors, plus ou moins, pas totalement, mais malgré tout, nous l'acceptons. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi nous l'acceptons. C'est pour des raisons d'ordre psychologique et un peu politique. Mais ce que vous voyez, c'est que c'est une analogie que j'ai faite. L'île, c'est tout simplement la planète, et la petite communauté, c'est l'humanité. Le problème se pose dans les mêmes termes. Et c'est tout à fait étrange que dans notre société, on soit privé d'un grand nombre de droits. On n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de violer, on n'a pas le droit de voler, mais on a le droit de consommer autant que l'on veut. C'est quelque chose d'hallucinant dans un monde dont on sait que les ressources sont comptées. Chacun a le droit de consommer autant qu'il le veut, en proportion de ses moyens, bien sûr. En proportion de ses moyens. Je pense que cette manière de penser est une manière qui est complètement obsolète aujourd'hui, qu'il faut l'abandonner, qu'il n'y a pas d'autre solution que de l'abandonner et d'accepter le fait que notre droit à consommer doit être régulé, il doit être contrôlé, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'on a identifié comme étant les ressources de la planète. Et je pense qu'il n'y a que des solutions structurelles comme ça qui peuvent nous sortir de l'impasse. Alors, je n'ai pas le temps de le faire, mais ce que je propose, ce n'est pas un retour à l'âge des cavernes ou une régression, pas du tout, comme certains veulent caricaturer mes propos. Ce que je propose a la capacité de faire vivre décemment tous les humains de la planète, et j'en suis certain, je ne peux pas développer pourquoi, mais de leur rendre une vie infiniment plus heureuse que ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc ça, je pense que ça ne peut être qu'un mouvement collectif qui doit être porté démocratiquement, mais pas simplement au niveau national et au niveau international, ce qui est très compliqué, parce que ce type de mesure n'est pas imaginable à l'intérieur d'un pays. Tout simplement parce qu'un pays qui adopterait ce que je propose, il est économiquement mort par rapport aux autres. Et personne n'accepte d'être économiquement mort ou faible économiquement par rapport aux autres. Un peu de silence. Vous pouvez applaudir effectivement nos intervenants. Merci. Les derniers mots font toujours leur effet. On a effectivement un peu débordé, évidemment. Ouais. Prenons 2 questions du public en même temps d'affilée et comme ça on y répondra. Alors je vois 2 doigts qui se sont levés, c'est très bien. De chaque côté. Bon, monsieur puis madame. À droite puis à gauche, si je puis dire. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre intervention fort intéressante. Moi j'avais une question plus personnelle, au-delà de votre rôle de chercheur qui est fort intéressant cependant. N'est-il pas trop tard justement pour s'investir et agir? Moi je prends souvent comme métaphore, lorsque j'essaie d'illustrer cette question,
Mon cas personnel, c'est-à-dire un référentiel assez étudiant qui n'est certes pas universel, mais fort intéressant. Lorsque j'ai un devoir à rendre, je sais que je vais extrêmement procrastiner dans le temps. Par exemple, si j'ai un devoir à rendre dans 2 semaines, je vais attendre véritablement de me prendre une grosse claque dans la tête pour le faire pour le lendemain. Ce n'est pas bien de dire ça en présence d'un professeur. Mais est-ce que justement pour le climat, c'est la même chose qui se passe, même si malheureusement on se prend des claques dans la tête. Je sais que cet été, la France a été touchée par des incendies monstrueux qui ont détruit la biodiversité en France. Mais est-ce que foncièrement il faut une catastrophe qui nous touche tous, qui nous mette dans des situations de crise très, très graves pour qu'on se relève et qu'on réagisse? Alors, merci. Merci. Je vais répondre très rapidement. Ça marche, oui. Ouais. Je réponds très rapidement. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Moi, je suis optimiste par rationalisme et pas par conviction. C'est-à-dire, je pense que c'est rationnel d'être optimiste. Ça veut dire qu'on peut être réaliste, mais qu'il faut toujours avoir en tête que des solutions sont possibles. Parce que sinon, on a perdu. Le pessimisme est autoréalisateur. Donc il faut de toute façon être optimiste dans son approche de ce problème-là, fatalement. Ensuite, il y avait une deuxième partie dans votre question que j'ai oubliée, à laquelle je voulais répondre, mais je ne sais plus. Par rapport... Les effets de... Enfin, ce qui s'est passé cet été, non, c'est ça? Oui, pardon, oui, c'est ça. Oui, là, je pense que vous avez tout à fait raison. En fait, bon, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Je ne suis pas sûr que le terme convienne totalement. Je pense que le plus gros problème que ressentent les gens, c'est le non-sens, c'est-à-dire qu'ils perçoivent qu'ils sont dans un monde qui ne peut pas continuer à vivre selon un schéma qui a été établi depuis très longtemps, et l'impuissance. Qu'est-ce que je fais, moi, quand je suis 1 sur 8 milliards? Et je vois bien que quoi que je fasse, ça ne changera rien en réalité. Et donc ça, c'est très problématique d'un point de vue psychologique. Par contre, là, moi, où je vous suis, je suis assez optimiste, d'une part parce que les représentations évoluent à une vitesse prodigieuse. Le discours qu'on tient aujourd'hui, on n'aurait pas pu le tenir il y a 20 ans. C'est rien dans l'histoire de l'humanité. Donc ça va très très vite, incroyablement vite. Et ensuite, la catastrophe joue un rôle énorme. Malheureusement, c'est quand nous serons concrètement, directement impactés par ce dont on parle, qu'on envisagera une solution collective. Parce que de fait, moi, je n'ai jamais été impacté par tout ce que l'on vit. Jamais. Bon, j'ai eu un peu chaud cet été chez moi, mais bon, on s'en fout, quoi. Je n'ai pas été impacté. Nous ne sommes pas impactés. Nous parlons d'un futur. Nous ne parlons pas du présent parce que le présent ne nous impacte pas. Et donc, il n'y a pas la force émotionnelle liée à l'impact concret qui est suffisant pour déclencher un comportement collectif important. Mais ça va venir, malheureusement. Ouais, je suis désolé, on n'a pas le temps malheureusement. On va passer à mademoiselle. Votre question? Oui, bonjour. Pendant toutes vos interventions, vous avez beaucoup parlé donc, des jeunes, de l'individu, c'est moi, en rose là, des jeunes, de l'individu, de la responsabilité individuelle, mais quid de la responsabilité des grandes entreprises qui finalement ont le plus fort impact écologique et sur la planète? Les entreprises, est-ce que... Je vais vous répondre d'une manière qui ne va pas aller dans le sens de ce que vous attendez. Les entreprises, c'est nous. C'est nous. Parce que les entreprises travaillent pour nous. Arrêtez de consommer, les entreprises ne produiront rien. Donc on peut toujours demander aux entreprises de moins polluer. Bien sûr qu'elles ont des efforts à faire, c'est évident. Mais les entreprises ne font que ce qu'on leur demande de faire. Quand vous consommez à outrance, les entreprises produisent à outrance et impactent l'environnement à outrance. Donc bien sûr que les entreprises ont une responsabilité, mais de même que les politiques, bien sûr, ils ont plus de responsabilités de nous parce qu'ils ont tout simplement plus de pouvoir que nous, mais nous faisons partie du système, nous agissons dans ce système et nous contribuons à ce système. Il ne faut pas trop stigmatiser l'entreprise, les grands leaders politiques, c'est nous aussi. Ouais, je m'excuse, je sais que ce propos n'est pas forcément... va pas dans le sens de ce que vous attendez, mais...
Le message est passé. Merci Aurélie Robertet, merci Thierry Ripoll, merci Émilie Salvia, merci Rémi Leverrier. Je laisse effectivement la scène à la suite de cette journée.